Les amis, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très très content de vous retrouver pour cette petite vidéo où on va parler aujourd'hui un peu des clubs qui sont un peu sous-cotés cette saison, qui sont un peu passés inaperçus. Il y en a qui n'ont pas été forcément beaucoup médiatisés et on va en parler un petit peu. Comme vous le voyez déjà sur la miniature ici, il y en a quelques-uns que je vous ai donnés. Mais ouais, des clubs qui font pas forcément une superbe saison, mais qui réalise des belles choses et que j'avais envie de mettre un petit peu en lumière. Et le premier club dont j'ai envie de parler, parce que oui, je précise, j'ai pris 5 clubs et j'en ai pris un pour chaque grand championnat. Et donc, j'ai envie de commencer sans plus tarder par un club de Ligue 1, comme vous le voyez ici, Lorient, le FC Lorient. Lorient qui, grâce à cet homme, Olivier Pantaloni, sont en train de renaître un projet long, un projet stable et un entraîneur qui met de la stabilité et qui met des bons résultats surtout pour Lorient. Il est arrivé en juillet 2024, au moment où le club, avec Régis Lebris, venait de descendre en Ligue 2, venait de finir barragiste, relégable pardon, de Ligue 1 et du coup venait de descendre en Ligue 2. Et ce qu'il a accompli, ouais, pour sa première saison, magnifique. Champion de Ligue 2 avec Lorient, le club attendait un peu ce résultat, c'est un peu une normalité pour eux à chaque fois qu'ils redescendent en Ligue 2 ces dernières années, c'est de gagner le championnat. Ils l'ont fait, ça a été fait, et surtout on pouvait se dire, la remontée en Ligue 1 allait être compliquée avec la perte de cet homme, Eli Kroupi, qui est parti à Bournemouth, pardon, qui est parti à Bournemouth pour 13 millions d'euros. Il était meilleur buteur de Ligue 2, c'était peut-être le joueur majeur, l'acteur principal de pourquoi Lorient avait gagné la Ligue 2. Et on pouvait se dire que ça serait compliqué. Eli Kroupi qui est parti à Bournemouth donc, cet été, hein, qui est parti pour 15 millions d'euros, pardon. Et au final, c'est absolument pas compliqué. Des résultats surprenants, mais clairement satisfaisants. 9e de Ligue 1 à la 20e journée. On sait que Lorient, c'est un club qui fait un peu ascenseur entre Ligue 1 et Ligue 2 sur les 5-6 dernières années. Et là, être 9e de Ligue 1 à la 20e journée, ouais, c'est beau, franchement, c'est beau. Ils sont à seulement 3 points d'une place en Coupe d'Europe. Et moi, c'est ça la question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher une 6e place au minimum? C'est possible. Quand on voit leur calendrier, enfin leur historique des matchs surtout, ouais, c'est clairement possible. Des gros matchs qui ont été remportés. Lorient-Monaco, ils ont battu le Monaco 3-1. Ils ont battu Lyon 1-0. Ils ont battu Nice 3-1. Bon, même si Nice en ce moment, c'est pas grandiose, c'est quand même des matchs qui ouais, méritent le respect et qui méritent peut-être l'analyse même. Et surtout, leur dernière défaite, c'était face à Lens, déjà, qui était premier du championnat le 2 novembre, et à remonte à il y a 3 mois. Ça fait 3 mois que, toutes compétitions confondues, ils sont sans défaite. Ça fait 12 matchs qu'ils sont sans défaite, et à domicile depuis le début de saison, ça fait depuis le 30 août face à Lille, où ils s'étaient pris 7-1, qu'ils n'ont pas perdu. Ça fait 12 matchs à domicile qui sont sans défaite. Très très grosse équipe Lorient cette saison. On l'a vu en plus, ils viennent de se qualifier pour cette semaine, on a vu, ils viennent de se qualifier pour les demi-finales, pour les quarts de finale pardon, de Coupe de France. On a eu le tirage hier, ils vont affronter Nice et honnêtement, ils ont déjà battu Nice en Ligue 1, en championnat. Et vu la forme de Nice actuellement, c'est clairement faisable pour eux. Et ouais, j'aimerais bien voir un Lorient par exemple en demi-finale de Coupe de France. Et honnêtement, vu les résultats de cette saison de l'équipe, ça me surprendrait vraiment pas. Avec des bons joueurs, on a vu aussi en Coupe de France notamment face au PFC cette semaine, Noah Kadiou, la frappe qui s'amène pleine lucarne ici pour le premier but. Et même en Coupe de France, le meilleur buteur de la compétition, c'est Greenwood, co-meilleur buteur avec Bamba Dieng, qui revient bien de Lorient. Surtout que t'as pas mal de joueurs aussi qui étaient présents pour la CAN, enfin qui étaient absents, pardon, du coup, pour la CAN le mois dernier. Ouais, il y a un mois et demi, un mois à peu près.
Et il y a eu des matchs, notamment Talbi, Yonghwa, Avom, Kwasi qui fait une superbe saison. Et il y a eu des matchs où le 11 aligné n'était pas forcément le 11 titulaire, il y avait pas mal de remplaçants, et pourtant, les matchs sont terminés toujours par des victoires, des nuls, et toujours avec des bonnes choses. Aussi Tosin, aussi. Mais ouais, pour reparler de Kwasi, parce que c'est vraiment un joueur dont j'avais envie de mettre en lumière un petit peu, pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur de Lorient cette saison. Le cadeau que ça a été d'Ajaccio, incroyable, notamment face à Paris. Ça, c'est le match face à Paris où ils font 1-1 à domicile. C'était fin octobre. Et où Kwasi, justement, sur le but de Lorient, c'est lui, là, il est ni pas. Enfin, si, il me semble qu'il est passeur décisif, on va le voir après, mais il est acteur majeur du premier but. Une 2 sur l'aile, il déborde, il a mélangé complètement Zabarni, crochet, double crochet, Zabarni, il était perdu. Au final, il fait une frappe, ça atterrit sur Chevalier, c'est repoussé, et ça fait but ensuite sur une frappe entrée de surface. Et Kwasi, juste énorme. Et aussi, Lorient, même au niveau de la tactique, tu sens que Pantaloni, il a mis en place quelque chose de vraiment bien ficelé. Ce 3-4-2-1 imbougeable où ça joue un petit peu bloc bas, ça joue en 5-4-1, comme on voit ici, 5-4 et Dieng tout seul en attaque. Une équipe, ouais, qui est vraiment à montrer de belles choses. Et maintenant, moi, ce que j'attends pour Lorient, c'est de voir comment ils vont faire leur deuxième partie de saison. Parce qu'on se souvient de la saison 2022-2023, il y a 3 ans, où ils avaient fait une super entame de saison. Au bout de la 10e journée de Ligue 1, ils étaient deuxième dauphin de Paris. Et au final, ils ont terminé la saison mi-2023 en étant 11e ou 12e. Donc, à voir si ils vont s'écrouler ou si ils vont augmenter. Il leur reste pas mal de gros matchs à venir, notamment Lille, Lens, et là l'enchaînement à la fin il est diabolique. Lyon, Marseille, Strasbourg, Paris. Ouais, il leur reste clairement pas un calendrier facile, mais honnêtement ils sont capables de le faire. Et il y a ça aussi que j'avais vu passer pour Lorient, c'était BKFC qui est devenu l'actionnaire unique de Lorient, 550 millions de fonds pour le club, qui rejoint du coup la multipropriété avec Bournemouth. Je pense que ça peut être une bonne chose, surtout que je sais que le club avait un projet d'agrandissement au niveau des tribunes, etc. Donc pour avoir de l'argent, pour aller sur les mercatos, aller chercher des joueurs, et je pense que notamment Kwasi, qui vont soit rentrer en prêt, soit peut-être revendre s'ils l'achètent dans quelques années, ça va encore leur faire des sous. À voir comment ils vont gérer les caisses d'investissement, etc. Mais ça va un peu dynamiser le club, je pense. Mais ouais, pour revenir au classement et plus aux sportifs, 9e de Ligue 1, pour moi, même avec un calendrier difficile, ils sont capables d'aller chercher une Coupe d'Europe. Et sincèrement, Lorient, par exemple, en Conference League, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. En plus, et je finis sur ça pour Lorient, actuellement, à l'heure où on se parle, c'est une des 5 équipes encore invaincues sur les 5 grands championnats. Il y a la Sociedad, Offenheim, Lyon, le Milan et Lorient. Et ça, c'est un bel exploit. On est quand même début février. On approche de la dizaine de février. Et ouais, c'est un bel exploit. Il y a 4-5 matchs déjà qui ont été joués. Et être encore invaincu, toute compétition confondue. Ouais, c'est beau. Le deuxième club que j'avais envie de mettre en lumière, et là on part du côté de la première ligue cette fois-ci, c'est Sunderland. Sunderland qui qui connaît une croissance absolument magnifique. La saison dernière, ils étaient en Championship. Ils avaient terminé quatrième de Championship. Et ils avaient joué les barrages et ils avaient gagné la finale des barrages pour la montée avec Burnley et Leeds. Et ils avaient joué la finale contre Sheffield, on s'en souvient, le 2-1 dans les dernières minutes, à la 80e, 85e à peu près. Fin de match et fin de match complètement folle. Euh, Allez le voir si vous l'aviez manqué la saison dernière. Ouais, franchement, c'était beau. Et une montée en première ligue aussi, réalisable et convenable par cet homme, Régis Lebris, qui est
aussi un ancien entraîneur de Lorient. On sait, c'était lui justement qui avait fait la fameuse saison 2022-2023 et 2024 où ouais, il avait replongé le club en Ligue 2 pour sa dernière. Mais Régis Lebris qui fait des choses vraiment immenses avec Sunderland actuellement. Comme je disais, du coup, il est arrivé à l'été 2024 après son départ de Lorient. Et actuellement, il a fait remonter le club en première ligue et actuellement, il est huitième. Ils sont huitième de PL. C'est juste fou. Ils sont à 4 points du top 5, à 4 points d'une place en Coupe d'Europe. Et on sait que il faut faire attention, justement, comme j'ai dit avec Lorient, à pas qu'ils s'écroulent, parce qu'en début de saison, ils accrochaient quand même le top 3, top 4. Donc à voir comment Sunderland va évoluer. Un mercato aussi très très intéressant. On a vu une arrivée d'argent avec le départ de Job Bellingham pour Dortmund pour 30 millions d'euros. Et sur les dernières saisons, tu as ramené des joueurs en faisant un mercato pour moi ultra intelligent. Enzo Lefebvre, Habib Diarra de Strasbourg, Adingra, Brobey, Gertruda. Ouais, pour moi, c'est des mercatos qui sont clairement bien réfléchis et une construction d'équipe aussi superbe. Le gardien, tu sais que ton gardien, il est un peu vieux, 35 ans, t'en ramènes en prêt, tu ramènes Robirovs en prêt. Et pareil, ici, le nombre de joueurs qui sont arrivés pour pas forcément beaucoup de temps. Je pense à Granit Xhaka qui est blessé mais qui est en prêt de Leverkusen, Mukiele qui vient de Paris, Diarra de Strasbourg, Enzo Lefebvre de la Roma. Et c'est une équipe qui est en train de se construire et que je trouve a une très très bonne alchimie. On a aussi vu Talbi de Bruges qui maintenant est dans le 11 titulaire quasiment à chaque fois. Brobey du coup comme je disais juste avant. Et tu as le 11 titulaire qui se dégage très très clairement. Les choix ont été faits. On a vu Ruffs qui a joué tous les matchs de championnat pour l'instant. Et Mukiele et Xhaka. Xhaka aussi qui a endossé le brassard de capitaine et qui est devenu deuxième joueur avec le plus de temps de jeu. Là, il est quatrième, mais parce que ça avait rebaissé pardon, avec sa blessure vu qu'il s'était blessé. Et ouais, Mukiele, Lefebvre, Sadiki, Isidore, Talbi, Isidore et Talbi qui sont de plus en plus dans le 11 titulaire. Et tu vois que cette équipe est en train de mettre en place vraiment quelque chose de bon, même niveau tactiquement. On sait que niveau tactique, pardon, on sait que Régis Lebris, très fidèle à son 4-2-3-1, même si des fois, comme c'était avec Lorient, on le voyait dans une posture un peu plus défensive avec un 5-4-1, 36%, 27%. Et mais ouais, comme je disais, dans le 11, on voit déjà les joueurs clés, Isidore, Lefebvre, Brobé. On voit l'équipe qui est en train de se construire. C'est beau à voir. Et honnêtement, je pense que leur calendrier et leurs résultats sont aussi dus à la forme qu'ils ont euh, pendant les matchs à domicile. 58% de win rate sur les matchs à domicile, c'est énorme. C'est plus de une victoire sur deux, presque donnée garantie à chaque match à domicile. Et on a vu des gros matchs à domicile où ils ont fait des beaux résultats, notamment le 3-0 contre West Ham, le 1-1 contre Villa, le 1-0 face à Newcastle, premier derby de la Tyne Anywhere depuis près de 10 ans, tu le gagnes. Le 2-2 réussi à accrocher 2-2 Arsenal, le 3-2 face à Bournemouth, 0-0 face à City. Et ouais, t'as beaucoup de bonnes victoires qui t'ont ramené des points. Le 2-1 face à Palace, 3-0 face à Burnley, le 1-1 face à Tottenham aussi que tu réussis à l'extérieur. Et en plus, ils sont encore en liste pour la FA Cup. Ils sont qualifiés pour le quatrième tour de FA Cup qui joue la semaine prochaine. Donc ils sont encore dans les deux compétitions. Après, encore une fois, leur calendrier, pas forcément simple. Ils vont avoir une grosse passe ici prochainement. Là. Arsenal ce week-end, Liverpool la semaine prochaine. Ouais, assez compliqué. Ensuite, ils vont enchaîner Newcastle, Tottenham, Villa. Un peu comme Lorient, un calendrier vraiment pas simple. Mais ouais, quand on voit l'évolution, comme je disais, encore une fois, quatrième de Championship et ils sont maintenant huitième de Première League. À voir où est-ce qu'ils vont arriver en championnat à la fin de la saison, mais pour moi, ils peuvent clairement aller chercher une place en Coupe d'Europe. Le troisième club dont j'ai envie de parler, c'est Hoffenheim. Personne n'en parle, j'ai l'impression, et pourtant, ils sont troisième de Bundesliga, et avec des stats vraiment pas dégueux,
Ils sont à 42 points et j'ai même lu que 42 points pour Hoffenheim au bout de la 20e journée de championnat, c'était le record de points du club depuis que la règle de la victoire à 3 points est passée. C'était quand même il y a plus de 15-20 ans, ce qui est énorme, c'est un record qui est beau à entendre. Et c'est quand même aussi la deuxième meilleure attaque du championnat après le Bayern, et c'est la troisième meilleure défense après le Bayern et Dortmund. Ce qui montre vraiment que ouais, l'équipe est clairement bien rodée. Et encore une fois, quand on prend l'historique des matchs de cette saison, c'est bien, mais pourtant c'était pas forcément aussi bien parti qu'un Lorient ou un Sunderland. Leurs trois premiers matchs à domicile, ils les ont perdus. 3-1 face à Francfort, 4-1 face à Bayern, 1-0 face à Cologne. Euh, des matchs pas faciles. Je suis d'accord, je l'entends. Mais tes trois premiers matchs à domicile de la saison, tu les perds. Ça, c'est indéniable, c'est des faits. Et après, tu fais quasiment un sans faute, à part cette élimination un peu prématurée en Coupe d'Allemagne au deuxième tour. Sinon, tu fais un sans faute. Victoire contre Wolfsburg, Leipzig, Hambourg, contre Gladbach, contre Leverkusen aussi et contre Francfort. Revanche un peu prise. Juste cette petite défaite face à Dortmund. Mais sinon, à part ça, c'est un sans faute absolu. Notamment grâce à cet homme, le nouvel entraîneur, Christian Isler, qui est en poste depuis 2 saisons, 2024, qui est arrivé après 10 journées de championnat sur la saison dernière, sur la saison 2024-2025, qui reprend Hoffenheim un peu malade, j'ai envie de dire. Et ouais, Christian Isler qui est acteur majeur de cette montée en puissance d'Offenheim, mais pas que. Il y a aussi un joueur dont on parle pas assez, clairement, c'est Oliver Baumann, le gardien du club depuis des années et des années. Le mec, 33 ans, et il fait peut-être une des meilleures saisons de sa carrière. Ça, c'est les 5 derniers matchs d'Offenheim. Il a été titulaire et a joué les 90 minutes sur les 5 matchs. Et ses stats sont tout simplement folles pour un mec à 33 ans. Sur les 5 derniers matchs, 2 matchs avec 100% de sauvetage, 2 clean sheets sur les 5 derniers matchs. C'est pour un gardien à 33 ans, ouais, d'avoir des stats comme ça, c'est vraiment pas mal. Mais aussi grâce à un mercato et un effectif super bien rodé, que ce soit en attaque, mais aussi en défense. On voit le nombre de défenseurs centrales, il y a presque une dizaine de centraux, mais aussi qui sont hyper variés au niveau de l'âge. On voit 26 ans, 23 ans, 24, 28, 31, 30 ans, 33 ans, 18 ans aussi. Et dans cette équipe, c'est un peu ce qui ressort, c'est la mixité entre l'innovation de la jeunesse et l'expérience de certains joueurs. Et même en attaque, on voit encore 19 ans, 24, 21 ans, 30 ans, 29 ans. Ouais, c'est un bon mercato, surtout avec des joueurs qui s'intègrent vite et des joueurs qui sont là, qui montent la voie pour les nouveaux joueurs au club. Je pense notamment à Kramaric qui a encore un super niveau pour le club, même encore à 32 ans. Ça fait déjà quelques années qu'il est là maintenant. Et je pense aussi à Tom Bischoff, recruté cette saison, enfin cet été par Hoffenheim en provenance du Bayern. 18 ans, le 28 juin 2005, il est né. Et il s'est déjà un petit peu imposé dans cette équipe. Et ouais, la formule que Isler a trouvée pour ses joueurs, pour ces nouveaux joueurs aussi, c'est très très fort de sa part. Il y a aussi des nouveaux joueurs, comme le disait Luis Engels, 18 ans, 1m90, milieu central, qui est arrivé en prêt pour 4 millions au mercato hivernal. C'était cette semaine, c'était ce week-end. À voir ce qu'il va donner. Pour moi, il peut faire des belles performances sur cette deuxième partie de saison avec Offenheim, à voir ce qu'il va apporter au club. Et surtout, le club, en termes de collectif et en termes d'équipe, c'est très très fort. Bon, ils sont premiers en termes de fautes commises, mais ils sont aussi premiers en termes de sprint et premiers en termes de course intense. C'est là où tu vois l'intensité que le club met dans les matchs, l'envie d'aller gagner et l'envie d'aller chercher des points. Ils sont même devant le Bayern
que ce soit sur les sprints ou les courses intenses. Et ouais, même en termes de distance parcourue, ils sont deuxième, juste derrière le Bayern. C'est des stats qui te montrent un peu l'idée du club, l'envie des joueurs d'aller chercher des gros résultats. Et ouais, franchement, c'est à voir où est-ce que le club va pouvoir aller jusqu'à la fin de saison. Au niveau du calendrier, honnêtement, c'est pas forcément il n'y a pas forcément de passe super compliqué. Ils sont éliminés de Coupe d'Allemagne, donc il leur reste que le championnat à jouer. Et honnêtement, à part le Bayern ce week-end et Dortmund fin avril, c'est clairement des matchs hyper abordables que tu joues. Donc ouais, à voir. Pour moi, au vu de leur calendrier et au vu de l'équipe, du mercato et de leur performance, le top 4 pour moi, dans leur tête, doit déjà être acquis. Une place en Champions est inévitable pour moi pour eux la saison prochaine. Donc à voir comment ils vont s'en sortir. Mais vraiment, club à suivre sur cette deuxième partie de saison. Le quatrième club que j'ai envie de mettre en lumière, même si ça, je pense que pas mal en ont entendu parler depuis la saison dernière, c'est Com. Com qui, à l'image d'un Sunderland, fait une montée en puissance depuis 3 saisons exceptionnelles. On a vu il y a 2 ans, ils étaient encore en série B, ils étaient deuxième de série B, ils sont montés. Fabregas est arrivé et le club, pour sa première saison en mai 2025, a terminé 10e de série A. Ils sont maintenus en première division et c'était déjà une belle équipe à voir, c'était déjà un peu l'équipe surprise. Mais cette saison, ils cassent tout. Ils sont 6e de série A. Si la Serie A s'arrêtait demain, ils sont qualifiés pour une Coupe d'Europe. C'est énorme, peut-être une première pour l'histoire du club. Et ouais, l'acteur majeur de cette montée en puissance, comme je disais, c'est lui, Cesc Fabregas, qui est arrivé en juillet 2024, qui a eu pour mission de garder l'équipe en Serie A après leur montée en première division. Et ça a été même plus que ça. Donc, comme je disais, il est arrivé en juillet 2024. Et au niveau tactique, il a absolument... Oui, il a tout cassé. Je voulais pas être vulgaire, mais il a tout cassé. On va faire un petit point tactique. Ça, c'était ce qui pouvait être considéré comme le 11 titulaire de la saison dernière. Et pour faire un petit point tactique de ce qu'est le com de Fabregas, si vous n'avez pas forcément vu ou entendu parler, c'est ouais, c'est exceptionnel en termes de jeu, etc. Au build-up, en phase de construction de jeu, quand ils sont en bas, il y a les deux centraux qui viennent se mettre à côté du gardien pour faire une ligne de 3, soit rapprocher, soit s'écarter. Et les deux milieux défensifs, parce qu'ils jouent en 4-2-3-1, très très chéri par Fabregas, les deux milieux défensifs vont descendre et s'aligner avec les latéraux pour former un 3-4 au milieu de terrain, pendant que Paz, il va avoir la liberté de se déplacer au milieu et que les trois de devant vont écarter le jeu pour vraiment avoir un jeu écarté, jouer sur les côtés et créer des espaces. Et ça, en phase offensive, c'est comme on le voit, la supériorité numérique. Un des deux milieux défensifs va rester en retrait avec les deux centraux pour faire un 2-1, un triangle en 2-1 ici en backup. Et il y a un des deux milieux défensifs qui va monter, ainsi que les latéraux ici, dont un va venir un peu dans l'axe à l'image du Barça par exemple avec Baldé, et l'autre va déborder pour amener de la supériorité numérique dans les défenses, notamment en 5-4-1 ou les défenses en bloc bas. Et c'est du génie, notamment avec les joueurs qu'il avait, même si il y a eu des gros échanges de joueurs au niveau du mercato. On a vu Strefeza qui est parti à l'Olympiakos, Docena à Cagliari, Engelhardt qui est parti à Gladbach, Cutrone qui est parti à Parme, ce qui fait que sur ce qui pouvait être considéré, comme j'ai dit, le 11 titulaire de ta saison dernière, tu as quand même 5 joueurs qui ne sont plus là, et donc une équipe à remanier, à voir qu'est-ce que les nouveaux joueurs peuvent apporter. Et on a vu Perronnet qui s'est bien intégré de City pour 13 millions. Rodriguez aussi. Tu recrées un peu ton attaque et c'est un mercato hyper intelligent pour moi de Fabregas et des dirigeants du club. On a vu aussi Ramon du Real, Alex Valle que je trouvais déjà très bon quand il était encore à la Masia, qui est venu en prêt du Barça, qui a déjà gagné sa place de titulaire depuis des mois sur le flanc gauche. Et ouais, beaucoup de prêts. On a vu aussi Morata, même à 33 ans, qu'il voulait en prêt du Milan. Il a réussi à l'avoir. C'est là où tu vois aussi que c'est une équipe hyper jeune, tu vois, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 22 ans, 21 ans, 18 ans.
et qu'aussi Fabregas, il n'hésite pas à aller chercher des joueurs avec un peu plus d'expérience comme Morata justement pour peut-être là c'est pas vraiment la dynamique de l'équipe que tu cherches, c'est plus vraiment le intégrer pour les jeunes joueurs ces principes d'expérience euh, d'un joueur comme par exemple pourrait avoir Morata. Et surtout pour moi, le talent indiscutable de cette saison et l'acteur majeur aussi sur le terrain de cette équipe, c'est lui, Nico Paz, numéro 10, qui a gagné le numéro 10 cette saison, qui est juste, ouais, c'est magnifique ce qu'il fait. C'est le deuxième joueur qui a le plus de temps de jeu après le gardien, pareil, Butez, sachant qu'on a vu Pepe Reina qui a pris sa retraite, qui est devenu titulaire indiscutable, il a joué tous les matchs de championnat. Mais ouais, Nico Paz, qui est deuxième joueur de l'équipe avec le plus de temps de jeu. Et un effectif, donc comme je disais, bien rodé, qui te permet d'avoir des bons résultats dans ce début dans cette première partie de saison. Le 2-0 contre la Juve, le 0-0 accroché à Naples, quand même à l'extérieur, tu joues les champions, tu arrives à accrocher un 0-0, c'est pas mal. Même si, bon, on a vu, il y a eu cette petite débâcle en décembre 4-0 face à l'Inter, ça reste dans l'ensemble des résultats vraiment bons. On a vu ce 3-0 face à la Lazio, 6-0 contre le Torino. Donc ouais, des gros résultats qui montrent de bonnes choses. Et surtout qu'ils sont encore en Coupe d'Italie. Ils jouent Naples la semaine prochaine. Ça va être compliqué à mon avis, mais vu l'état de Naples actuellement, ils ont pris 3-2 par Chelsea à domicile. Ils avaient pu être battus à domicile Naples depuis plus d'un an. Et avec toutes les blessures que Naples a, De Bruyne, etc., honnêtement, je me dis que Com a peut-être sa chance pour les éliminer et passer en demi de Copa. Et je pense que je miserais peut-être sur eux si je devais miser sur une des deux équipes. Donc à voir où est-ce qu'ils vont nous emmener encore. Mais pour l'instant, ouais, ils nous font clairement rêver. 6ème de Serie A. Est-ce qu'ils vont arriver à être en Champions? Pour moi, c'est peut-être leur rêve actuellement. Mais déjà, si ils arrivent à se maintenir dans le top 6 et qu'ils sont en Coupe d'Europe la saison prochaine, pour moi, ça sera une saison déjà beaucoup plus que réussie. Et ouais, encore une fois, club à garder à l'œil pour cette deuxième partie de saison. Enfin, le dernier club dont j'avais envie de parler, c'était l'Espagnol Barcelone. L'Espagnol Barcelone, qui, à l'image des clubs précédents qu'on a cités, connaît une ascension, ouais, fulgurante. Il y a 2 saisons de ça, ils étaient en Liga 2, quatrième, gagné les matchs de barrage et de play-in face à Eibar. Ils étaient montés la saison dernière. Ils avaient réussi à se qualifier quand même de justesse, 14e, mais pourtant entre le 14e et le 18e, il n'y avait que 2 points d'écart. Et c'était enfin, ils étaient restés en Liga vraiment de justesse. Et cette saison, ils sont 6e de Liga, à un point du Betis. Ils vont pas, pour moi, ils vont pas faire top 4 parce que le top 4 est déjà beaucoup trop bien ficelé. Villarreal qui réalise une super saison. Il y a déjà 7 points d'écart entre le Betis et Villarreal. Pour moi, ils vont pas faire top 4, mais ils ont une des deux places ici à aller jouer. Et on se disait que ça serait pas forcément facile avec le départ de ce qui était peut-être le meilleur joueur de l'équipe la saison dernière, Johan Garcia, qui est en plus parti pour le rival éternel de la ville, le Barça. Et pourtant, absolument pas. Ça s'est super bien passé. À part cette défaite contre le Real 2-0 et la défaite contre le Barça début janvier 2-0, c'est des résultats qui impressionnent. Tu gagnes ton premier match face à l'Atlético 2-1. Tu gagnes face à Oviedo. Tu perds face au Betis, mais tu récupères des points sur des matchs où. Enfin, c'est une équipe qui perd pas de points bêtement, on va dire. Et ça, c'est important pour une équipe de leur calibre, entre guillemets. Malheureusement, ils se sont fait éliminer de Coupe du Roi par Palma, parce que l'Atlético Baleares, c'est la commune de Palma qui est sur Majorque, et ils se sont fait éliminer par Palma. Une élimination à laquelle on s'attendait pas forcément, mais après en Liga, ils se sont clairement bien rattrapés. Ils ont battu Retafe, ils ont battu le Rayo, qui est quand même assez un match piège. Ils ont battu Bilbao aussi. Ils ont battu Gérone. Donc ouais, des matchs des matchs importants qui te ramènent des points importants. Et encore une fois, on parle équipe qui fonctionne bien, on va parler entraîneur. Cet homme, Manolo González, qui a ouais, changé l'équipe. Encore une fois, il est arrivé en mars 2024 à la presque fin de la saison où ils étaient encore en Liga 2.
un mec qui connaît un peu l'ADN du club. Il était entraîneur de l'équipe B du club juste avant ça. Et surtout, il a quand même réussi à prendre 2 trophées d'entraîneur du mois depuis qu'il est en poste, notamment, alors déjà en avril de la saison dernière, en avril 2025, mais aussi là, en décembre, cette saison, chose que je comprends pas forcément, vu les résultats de décembre. On l'a vu, une élimination en Coupe du Roi, un 1-0 très très poussif face au Rayo. Ouais, c'est... Et juste 2 victoires ici, c'est bien, mais ouais, c'est... Après, c'est quand même mérité au vu de, de la forme de l'équipe actuelle. Et encore une fois, à l'image de Com avec certains joueurs, et comme Sunderland, etc., il y a un joueur aussi qui force le respect dans cet Espagnol de Barcelone. C'est lui, Marko Dmitrovic, 34 ans, et il est toujours là, il est toujours le portier, et on va le chercher en prêt. Le club est allé le chercher en prêt, on le voit, il est arrivé en backup de Johan Garcia un petit peu. Et pareil, des stats qui montrent que même à 34 ans, il est encore en train de faire de très très bonnes choses. 75% de sauvetage d'arrêt à quasiment tous les matchs qu'il a joué. Ouais, c'est quand même excellent. Et c'est vraiment l'équipe, on en parlait un petit peu avant avec Com, mais ça c'est vraiment l'équipe espagnole type 2. On combine l'expérience un peu des vieux, entre guillemets, des vieux joueurs, avec la jeunesse, une défense qui, comme j'ai dit, ne manque pas d'expérience, Dmitrovic au but, et surtout Calero Cabrera, qui est ta charnière centrale indiscutable, 30-34 ans, alors que tu as plein de joueurs en dessous de 25 ans, et surtout un mercato qui a été fructueux, puisque les jeunes, c'est notamment des joueurs en prêt, presque 10 joueurs en prêt dans l'effectif actuellement. Et quand on regarde l'équipe type alignée, pardon, ok, aux grosses équipes, notamment face au Barça et au Real, ça c'est l'équipe qui avait été alignée face au Barça. Les joueurs soulignés en orange, c'est les joueurs qui ont moins de 25 ans. Tu vois que ça représente presque la moitié de l'effectif, plus de la moitié de l'effectif, 6 joueurs en dessous de 25 ans. Et tu vois un peu l'ADN de l'équipe. Ici, mettre les joueurs d'expérience, Calero Cabrera, charnière interchangeable, imbougeable, pardon, inchangeable. C'est les pionniers de cette équipe. Tu mets les jeunes qui sont hyper bien intégrés. Et ensuite, tu vois des Paul Exposito. Paul qui est là quand même depuis, qui est un enfant du club, qui a été formé. Il est là depuis 6 ans maintenant. Et pareil, face au Real, on retrouve pareil derrière Mitrovic, Calero, Cabrera. Et les mêmes joueurs en prêt, les jeunes joueurs qui viennent dynamiser les couloirs sur les côtés. Et pareil, Puado, capitaine de l'équipe, il s'est blessé, c'est pour ça que sur l'image ici, il n'y est pas. Mais il s'est blessé cette saison, c'est déjà une fin de saison, il me semble qu'on le retrouve vers cet été. Et après, Paul et Exposito qui ont littéralement gagné leur place de titulaire au milieu de terrain. On sait qu'il aime bien le 4-2-3-1. Face au Barça, il avait tenté un 4-1-4-1, mais c'est quand même ça la tactique préférentielle, on va dire, de Gonzalez. Et comme je disais, des joueurs en prêt avec une diversité d'âge, 29 ans, 27 ans, 24 ans, 25 ans, 36 ans. Tu ramènes Kike Garcia en prêt de Alaves, et pour moi, comme on en parlait avant avec Como, c'est un peu à l'image d'un Morata. C'est tu ramènes le mec de plus de 30 ans, presque vieux, presque retraite, pour pas forcément dynamiser l'équipe, mais apporter l'expérience en attaque dont ton effectif a besoin. Et encore une fois, mercato intelligent qui pourra peut-être permettre à l'Espagnol de gagner la Ligue, enfin de gagner une place en Ligue Europa, peut-être, à voir ce qu'ils vont nous proposer sur la fin de saison. Mais ouais, club à regarder vraiment dans ces derniers mois. Et je sais pas ce qu'ils vont nous faire. Mais même si actuellement ils sont sur 4 défaites en 5 matchs, ils sont sur une petite mauvaise passe, je doute pas qu'ils vont pouvoir se relever à mon avis. Et ouais, pour moi, ils peuvent clairement, s'ils baissent pas la tête, s'ils se sabotent pas tout seuls eux-mêmes, pour moi, ils peuvent clairement jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. J'en ai fini avec ces clubs dont on ne parle pas forcément souvent, dont on n'a pas forcément mis la lumière beaucoup, que ce soit au niveau des médias ou même sur les réseaux sociaux, TikTok, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
J'espère que vous pourrez aller un peu voir ces clubs, un peu découvrir de nouveaux joueurs, de nouvelles tactiques. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. On se retrouve ce week-end pour une nouvelle vidéo. Il y aura une vidéo prono pour les matchs de dimanche. Il y a le Liverpool City et le POGOM. Donc moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous.